Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors, si toi aussi, tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je reçois donc So du compte SoFoodie. Bonjour So. Bonjour Julie. Mon prénom c'est Sofiane, mais tu peux m'appeler So. J'allais poser la question d'après, c'était ça. C'est qui se cache derrière ce prénom So? Sofiane, enchanté. Ok, enchanté. Donc Sofiane, aujourd'hui, je t'ai proposé de venir, je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui, pour qu'on parle de ton parcours qui est hyper riche, dense, intéressant, puisqu'il y a quelques mois, années, tu vas revenir là-dessus, tu as appris que toi aussi tu étais atteint d'une maladie auto-immune. Ça, je pense, et je l'ai vu dans tes stories et dans ton parcours de vie, changer littéralement ta vie. Très clairement. Et je pensais ça hyper intéressant de t'interviewer pour avoir un petit peu ton partage, savoir ce que ça a fait, comment c'est arrivé dans ta vie, comment tu l'as vécu, quels sont peut-être les traitements que tu as à l'heure actuelle et surtout qu'est-ce que tu as décidé de reprendre en main et de changer dans ta vie pour pas te laisser bouffer par elle. Voilà, en gros le thème du podcast. Donc on va commencer par le tout début. Sofiane, qui es-tu ? Alors, Sofiane, qui je suis ? C'est une bonne question. Je pourrais déjà me décrire comme quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime les gens. Je suis quelqu'un de très passionné. J'ai plein de passions dans la vie, que ce soit la nutrition, aider les gens, le sport, la danse. Voilà, je suis quelqu'un de très passionné. Pour te donner un petit peu de contexte, j'ai grandi en France. Ça fait 7 ans que j'ai quitté la France maintenant. Mais j'ai grandi en France et donc à l'âge de 22 ans, c'était ça, 2015. Bon, à l'époque, je dois avouer que j'étais très loin d'avoir une connexion avec mon corps, j'étais très loin d'être dans la spiritualité, j'étais encore plus loin d'être dans l'alimentation, puisque la vérité c'est que j'ai mangé transformé pendant plus de 20 ans. Quand je te dis transformé, c'est vraiment addiction au coca, fast-food, absolument toutes les semaines, c'était ma normalité. J'étais quand même quelqu'un de globalement actif, mais j'avais pas plus d'intérêt que ça pour l'alimentation, pour mon corps. En fait, j'ai un métabolisme où je prends pas de poids et je me suis dit tu sais quoi, je prends pas de poids, tout va bien. Voilà, après pour la petite histoire familiale, j'ai été élevé par une mère célibataire avec un papa qui est parti à la naissance, donc j'ai grandi dans un cadre familial quelque part où je manquais de certaines sécurités. Donc voilà, ma mère est née au Maroc, elle venait du Maroc. Donc j'ai grandi dans un milieu assez modeste, où j'ai parfois senti de l'insécurité, où j'ai manqué de différentes choses, forcément. Mais je me plains pas, j'ai eu quand même une très belle enfance et j'ai eu beaucoup d'amour de ma mère qui est une femme très courageuse et qui m'inspire beaucoup, une grande battante et ça fait aussi partie de mon caractère d'aujourd'hui parce que je me considère très clairement comme un guerrier, un combattant, il n'y a pas d'autre mot. Alors ce qui s'est passé c'est qu'en 2015, donc j'avais 22 ans, je me suis réveillé un beau jour au mois d'août. Et je me suis réveillé avec une perte de force dans le bras gauche et la jambe gauche. Donc au passage, le côté féminin, mais justement, j'ai fait des recherches et des compréhensions qu'on pourra développer tout à l'heure. Ouais, carrément. Mais voilà, premier symptôme, c'est bras gauche engourdi, jambe gauche engourdie. Je me dis, oula, c'est bizarre, c'est très étrange, je ne savais pas mettre de mots dessus, c'est à peine si je savais expliquer, et c'est comme si j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un problème sérieux, mais je ne voulais pas y faire face. Du coup, j'ai attendu des semaines et des semaines avant d'aller aux urgences pour faire des examens et comprendre ce qui se passait. Au début, je ne voulais pas, je me suis dit, je me réveillais en fait tout simplement chaque jour en me disant, j'attends que ça passe, sauf que je me réveillais chaque jour
Et rien ne passait, ça ne s'améliorait pas, même pire, ça s'aggravait plutôt. Donc à un moment, je me dis, ok, là, faut que j'aille aux urgences, savoir un petit peu ce qui se passe. Je suis allé aux urgences, et là, j'ai eu le droit à une semaine d'examen dans tous les sens. Et je pense que je peux décrire ce moment comme l'un des moments les plus difficiles de ma vie, dans le sens où tu as 22 ans, tu as un corps qui te répond pas, tu sais pas trop ce qu'on va t'annoncer. Je me suis dit, bon, bah, je suis pas le mec le plus healthy au monde, mais je suis loin d'être le plus terrible non plus. Donc je comprenais pas trop ce que voulait me dire mon corps. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose. J'ai essayé de garder mon calme pendant cette semaine à l'hôpital, de rester calme, de rester positif, parce que c'est mon tempérament. Mais vient un jour où le docteur donc vient m'annoncer, en plus c'est jamais des annonces faciles, c'est ça ferme la porte, ça prend une grande respiration, voilà. Tu sens qu'on va pas t'annoncer quelque chose de joli. Et donc là le docteur arrive, c'était une femme, hein, donc elle arrive avec le diagnostic de la sclérose en plaques. Okay. Et juste avant cette annonce-là, toi t'avais déjà un peu une idée de... Absolument pas. Moi j'étais dans le déni total et je suis resté après dans le déni parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, je voulais pas savoir. Tu vois, c'est comme si, en fait, ton cerveau, il prend ce réflexe très bizarre de survie et il veut se raconter l'histoire que tout va bien et que potentiellement on va t'annoncer, bon bah voilà, t'as ça, tu dois prendre cette pills, ce médicament et ça va passer. Elle arrive avec le diagnostic de la sclérose en plaques. Honnêtement, j'y connaissais rien, je connaissais pas, mais je voyais à sa tête et à son annonce que c'était pas quelque chose de joli. Et en fait, même après, donc après le diagnostic, j'ai été mis sous anti-inflammatoires, les corticoïdes, etc. Petit à petit, je suis revenu à mes sensations. Et en fait, tout ce que je voulais faire, c'était oublier que ce moment avait existé. Là, à ce moment-là, elle me donne pas de traitement, rien. Elle me dit, on va voir ce qui se passe. Moi, tout ce que je voulais, c'était totalement oublier ce qui s'était passé. Tout va bien, je suis en forme, la vie continue, la vie est belle. Sauf que une année... non, quelques mois. Ouais, quelques mois après, j'ai de nouveau une poussée. Pas bien grave, mais encore une perte de sensibilité, une perte de force. Et là, je retombe de nouveau un petit peu dénu et face à certaines responsabilités et face à une réalité, en fait, que je voulais éviter. Quand la personne, le docteur t'annonce que tu as une sclérose en plaques, elle t'explique que c'est une maladie qui marche par poussée et que ça va revenir, du coup, quand même. Enfin, t'es alerté sur ce que c'est la maladie ou juste on attendra, on verra ce qui se passe plus tard? C'était un peu plus une forme de... Elle m'explique, mais je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau, en fait, il veut juste pas digérer cette information. Okay. En fait, c'est un genre de flou. C'est à la fois un moment inoubliable, mais à la fois un moment que tu veux totalement oublier. Donc là, j'ai de nouveau une poussée, je me retrouve de nouveau à l'hôpital, même scénario, corticoïdes, etc. Et là, par contre, on me recommande un traitement cette fois-ci. Bon, de nouveau, je sors de l'hôpital, je suis de nouveau en forme. Et là, je commence un petit peu à avoir des réflexions. La première réflexion, c'est j'ai besoin de partir de la France. J'ai besoin de quitter la France. Okay. J'avais un petit peu ce sentiment de... Ok, je commence à comprendre que j'ai une maladie, que la vie, ce sera peut-être pas la fête tous les jours. Il faut que j'aille vivre mes expériences. Il faut que j'aille vivre ma vie. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de nouvelle air. De toute façon, mon environnement m'a porté pas énorme satisfaction. J'étais pas super épanoui. Et c'est là que je décide de partir pour Barcelone. Et donc, je pars pour Barcelone pour vivre une nouvelle vie et me changer les idées, grosso modo. Et c'est exactement ce que je trouve en arrivant. Nouvelle vie, nouvelle dynamique, le soleil, etc., etc. Je commence un nouveau travail, je rentre dans le milieu professionnel à l'époque, j'avais donc 23 ans à ce moment-là. Et là, quelques mois après mon arrivée à Barcelone, de nouveau une poussée. Donc là, tu n'avais pas encore opéré de changement drastique, juste changement de pays, quoi. Mais là, même style de vie. Là, changement de pays, et par contre, non, justement, ce qui est intéressant, c'est que donc là, je suis dans une phase que j'appelle toujours le déni. D'accord. Phase qui va se traduire par soirée, alcool, drogue douce, drogue dure, vraiment pur déni. En fait, j'étais vraiment dans le stade One Life.
Là, j'étais en Ok. mode psychologie, one life, j'ai qu'une vie, en plus ma santé me fait défaut, j'ai quoi à perdre, rien, allez, on y va. Donc là, j'étais dans une grande phase de déni. Et je me fais petit à petit rattraper parce que justement, on arrive, je crois, en avril. J'étais arrivé en novembre 2016, on arrive en avril 2017. Et là, j'ai de nouveau une poussée. Je me rappelle, elle est au niveau du front. Je perds sensibilité au niveau du front, du crâne, etc. Je rentre en France en urgence. Encore une fois, même processus, médication, etc. On me change mon traitement. Je reviens à Barcelone. C'est là que je commence à me dire, ok, il faut que je commence déjà à accepter, à me responsabiliser, à en parler, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que cette maladie, je pense que pendant 3-4 ans, s'il y avait 5 personnes dans ma vie qui étaient au courant. Et même sur Insta, je me suis lancé, je parlais de maladie auto-immune, mais je me suis lancé en 2020, on y reviendra après, et je crois que j'ai annoncé peut-être en 2021 ou 2022 le nom de ma maladie, parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Donc pour revenir voilà en mi-2017, là je commence à me dire ok, j'ai une maladie, est-ce que je pourrais pas commencer déjà à l'accepter et voir comment je peux mieux vivre avec, parce que pour moi c'est pure logique que une maladie en fait c'est comme si tu as une défaillance interne. Et c'est logique que l'alimentation et autre chose peuvent aider. D'accord? Donc, je commence là à entrer dans une phase que j'appelle une phase de début d'acceptation. Mais encore une fois, c'est pas une acceptation que je vais verbaliser, c'est une acceptation qui est entre moi et moi-même, en fait. Donc, de là, je commence petit à petit à rechercher, à faire des recherches en nutrition, à regarder sur internet, à lire. Petit à Est-ce petit. que ces recherches-là, t'en parles à l'hôpital? Parce que moi, je fais un parallèle. Quand on m'a annoncé la maladie, on m'a expliqué les facteurs qui la déclenchaient, les facteurs qui pouvaient éventuellement l'accélérer ou venir aggraver des symptômes, donc le stress, typiquement. Et moi, je m'étais dit, mais... Et j'ai eu ce premier réflexe comme le tien de dire mais l'alimentation, je suis sûre qu'il y a un truc, enfin genre j'étais addict à la malbouffe, au coca, etc. un peu comme toi. Je me suis toujours dit ça en fait, que l'alimentation, et à l'hôpital on me dit non, c'est pas prouvé que dans le cas de la sclérose en plaques, l'alimentation a un impact. Par contre on sait que dans d'autres maladies inflammatoires, comme maladie de Crohn et d'autres, la polyarthrite ankylosante, l'alimentation a un impact. Et donc j'arrive. Et tu vois, donc c'est pour ça que je suis ton compte et que je suis très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est que je me dis, mais si ça a un impact pour les autres maladies auto-immunes inflammatoires, pourquoi ça n'a pas un impact sur la sclérose en plaques? Je comprends pas. Bien sûr. Pour répondre à cette question, déjà j'ai plusieurs points. Il y a un premier gros point, c'est que aucun médecin n'est formé en nutrition. Déjà, c'est une chose. En fait, le rôle du médecin est de diagnostiquer et d'administrer le traitement. D'accord? En fait, la médecine conventionnelle, elle a plein de points positifs, pour ne pas dire que tout est mauvais. Loin de là, j'ai pas ce discours. Elle a plein de points positifs. Ça veut dire que tu es malade. Aujourd'hui, on sait rapidement avoir un diagnostic et t'administrer quelque chose qui peut aider à traiter les symptômes, mais jamais, au grand jamais, la cause. Donc en fait, il n'y a pas d'approche holistique possible. Deuxième point, et ça c'est là où j'ai une position plus ferme, c'est les lobbies pharmaceutiques. Oui. Donc ça c'est indéniable, c'est un des lobbies les plus puissants au monde. Donc il y a des gros lobbies pharmaceutiques. Bien sûr qu'on ne va pas dire que le jeûne peut sauver d'énormément de maladies, que l'alimentation peut drastiquement aider à réduire l'inflammation, qu'aujourd'hui, avec l'alimentation, on peut littéralement éradiquer le diabète, beaucoup de maladies cardiovasculaires. Bref, les lobbies pharmaceutiques pèsent énormément, les lobbies agroalimentaires pèsent énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'on manque d'études et de preuves, parce que ça ne va pas servir économiquement des industries qui dominent. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, déjà avoir expérimenté, parce que j'expérimente énormément d'alimentation, et là j'expérimente d'ailleurs quelque chose de nouveau depuis 3 mois, malheureusement je ne peux pas en parler parce que je suis toujours en phase
d'expérimentation, mais je vois des progrès qui sont absolument hallucinants. Mais comment j'en arrive là? J'en arrive là en faisant mes recherches, en regardant énormément de contenu américain, Ouais. où il y a des docteurs qui sortent de l'ombre, qui sortent un peu entre guillemets, pas de la main des lobbies du système, où ils vont plus pour avoir un discours indépendant, et donc ils sortent un petit peu de la manipulation. Et on a de plus en plus de témoignages de gens qui éteignent des maladies auto-immunes, qui éteignent toutes sortes de pathologies. Et en fait, là, s'il y a un message à passer, c'est en fait pour chaque personne qui a une pathologie, c'est de ne pas 100%, mais remettre sa santé entre les mains de l'hôpital public, en fait. Parce que ils ont des réponses, mais ils n'ont pas toutes les réponses. Et après, c'est à chacun, d'une certaine sorte, d'aller faire son chemin, donc d'aller expérimenter des alimentations. J'en ai essayé, mais à la pelle, j'en ai essayé. Et en fait, je suis petit à petit en train d'affiner là ce qui fonctionne pour moi. Ouais. Mais c'est un chemin. Mais je suis d'accord avec toi, et quand moi on m'a annoncé la maladie, j'ai fait ok, mais je veux contrôler quelque chose, quoi. Je veux reprendre le contrôle sur quelque chose. Donc moi, ça a été avec la respiration et le stress. Mais au niveau de l'alimentation, tout de suite, je me suis dit, mais attends, j'entends beaucoup parler du gluten, c'est hyper... Bien sûr. C'est pas bon, il paraît que c'est pas bon. Donc première chose que j'ai fait, là je suis un peu en test aussi, mais à une moindre mesure que toi, parce que moi ça fait moins longtemps que je sais que je suis malade, et j'ai plein de choses, mais j'ai arrêté le gluten mais vraiment arrêté le gluten pendant, je sais pas, 3 semaines. J'ai senti que j'allais mieux. Après, j'ai fait le test de remanger du gluten et de remanger comme avant. Et là, j'ai fait waouh, mais mon corps, je le sentais. Et même, je pense, j'ai même eu ce sentiment, même dans les symptômes, j'avais l'impression qu'en mangeant mieux ou qu'en mangeant plus mal, j'avais l'impression, ce sentiment que j'avais plus de symptômes, plus de fatigue aussi, évidemment, parce que quand tu manges pas bien, la digestion, ça, c'est un de bouffer de la fatigue en plus. Bien sûr. Et je me suis dit, mais ouais, donc je pense que l'alimentation, il y a un truc à faire. Et c'est là où je te découvre sur Instagram, et c'est là où je te suis. Et je me dis, ah ouais, il y a quand même des petites choses que je peux mettre en place. Je suis adepte du ghee grâce à toi. Le ghee, c'est incroyable. Et juste, voilà. Tu veux que je rebondisse rapidement sur le gluten? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, pour la faire courte, je recommande vraiment, déjà à toute personne ayant une maladie auto-immune, d'éradiquer le gluten au grand éradiquer. Genre, je ne pèse pas mes mots, on parle d'éradication, on parle pas de un petit bout de temps en temps. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, 80 à 90% de notre système immunitaire se retrouve au niveau de l'intestin. Il y a un énorme réseau de neurones, il y en a des milliards, et il y a une constante communication entre l'intestin et le cerveau. Et donc, voilà, c'est une pièce maîtresse du système immunitaire. Maintenant, l'énorme problème avec le gluten, notamment, pour être plus précis, le blé moderne actuel, c'est que c'est un blé qui est transformé. Il est transformé, ça a été mixé dans tous les sens. Et en fait, la concentration en gluten a fait plus de fois 50 en 70 ans. Notre organisme n'est pas du tout adapté en fait à digérer ça, quoi. Donc on n'a absolument pas les enzymes qui nous permettent de digérer ce gluten. Et en fait, la grosse problématique du gluten, c'est qu'il va créer de la porosité intestinale. Donc en fait, dans ton intestin, tu as comme des jonctions. Il va ouvrir ces jonctions et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, tous les microbes. Et je te le rappelle, c'est que c'est connecté à ton cerveau. Donc tu as un problème t'as un problème au niveau de l'intestin, ça peut avoir un impact au niveau du cerveau et causer tout type de maladies, déjà au niveau intestinal, de maladies auto-immunes, de dépression, d'anxiété, Alzheimer, et j'en passe. Ouais. J'avais lu tout ça aussi, et je suis assez d'accord avec toi sur le cas du gluten. Moi, je suis un peu dégoûtée parce que je buvais beaucoup de bière. J'ai arrêté la bière. En effet, un petit vin rouge de temps en temps, là. Ouais, voilà. Vin blanc, champagne, mais bon, c'est pas très bon non plus.
Alors revenons du coup sur ton parcours. Donc là on était, parce qu'on a un peu bifurqué, mais je trouve ça tellement intéressant. Donc tu es en Espagne, c'est la 3e poussée que t'as, et c'est là où tu commences à faire tes expérimentations au niveau de l'alimentation. C'est ça. Et là, donc, je commence à faire mes petites expérimentations. J'appellerais ça du bricolage. Je commence à m'intéresser à cuisiner, à comprendre quels aliments peuvent me faire du bien, à aussi, ne serait-ce que taper le mot sclérose en plaques sur Internet, truc que je ne faisais jamais. Et en fait, j'arrive petit à petit à avoir déjà des solutions, des gens qui proposent des solutions, à voir que bien sûr c'est quelque chose qui arrive, je suis pas le seul à avoir ça, et très clairement des protocoles qui peuvent aider à améliorer justement la situation. À l'époque, il y avait une alimentation qui était tendance, c'était le paléo. On entendait beaucoup parler du paléo, notamment dans les maladies auto-immunes. Donc je fais mon chemin, j'expérimente. On arrive là en 2020, j'allais globalement bien, j'avais vu quelques améliorations, mais c'était pas non plus... J'étais psychologiquement... Alors, j'ai fait mes améliorations, par contre psychologiquement, j'étais encore dans énormément de résistance, dans le sens où j'avais peur par rapport au stade où je suis maintenant, où je me sens absolument imbattable. Et ça, on y reviendra après. Et j'étais encore... je faisais mes recherches, mais j'étais encore quand même dans un processus d'acceptation où je me sentais quand même en survie encore. On arrive en 2020 et c'est là le plus gros tournant l'un des plus grands tournants de ma vie, parce que en 2020, donc il y a Covid. À l'époque, je travaillais en vente à Barcelone. Mon boulot me renvoie à la maison en télétravail. Et là, j'ai cette réflexion au bout de quelques jours de télétravail. Je me dis, ok, là j'ai beaucoup de temps pour moi. Est-ce que je commencerai pas à travailler sur quelque chose qui est plus grand ? Tu vois, quelque chose, un projet personnel peut-être, quelque chose qui me passionne plus, quelque chose où il y a plus de sens. Et là, je me dis, Sofiane, qu'est-ce que t'aimes ? Et là, je me dis, la nutrition, la santé, le sport, les gens, les réseaux sociaux, j'ai toujours eu quelque chose pour ça. Et là, je me dis, en plus, t'as quand même une histoire à partager. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas sur les réseaux et pourquoi tu commencerais pas à partager un petit peu ton parcours ? Sans réfléchir, le lendemain, je me lançais sur les réseaux. Et donc, la naissance de SoFoodie, avril 2020, ça fait maintenant pile 3 ans. Ouais. Et c'est de loin la plus belle aventure de ma vie, ma plus grande fierté. Une aventure incroyable. Et ouais, une aventure incroyable. Et je vais dire quelque chose que je vais garder justement pour après. Et donc là, on arrive en 2020, je lance ma chaîne. Et donc, c'est à ce moment-là que la nutrition passe petit à petit d'un intérêt à un hobby. D'accord ? Et là, c'est là où j'ai donné beaucoup plus de place dans ma vie à la nutrition, puisque j'avais la responsabilité aussi à travers mon compte de créer du contenu et d'inspirer. Donc là, c'est même pas les bouchées doubles que je mets, parce que c'est les bouchées triples ou quadruples. Là, je travaillais 3 heures par jour et je dédiais 5 à 6 heures par jour à cuisiner, apprendre la nutrition, créer des posts sur Instagram. Et je fais ça pendant plusieurs mois. Au mois de juin, je décide de me faire accompagner, donc encore un pas de plus vers mon acceptation. Et là, je décide de prendre un docteur holistique à Barcelone, qui est énergéticienne, chiropracteur, médecin général, nutritionniste. Enfin, elle était méga qualifiée. J'ai bien fait mes recherches avant d'aller la voir. Je voulais vraiment être accompagné par quelqu'un qui avait cette approche. Et donc là, je me rappelle à la première consultation, elle me dit, bon, si tu veux aller mieux, tu vas devoir arrêter ça. Elle me fait une liste, t'as peur. En gros, pour te la faire courte, je vais te dire ce que je pouvais manger. Je mangeais uniquement les légumes verts, viande de qualité, poisson de qualité, fruits de mer de qualité, c'est tout. C'est tout. Donc j'ai retiré pendant 6 mois tout le gluten, tout l'alcool, tous les glucides. Je mangeais que de la pomme et des fruits rouges. Voilà. Pendant 6 mois stricts. C'est long quand même. C'est dur à tenir, je pense, non ? En fait, mon cerveau, il n'a pas réfléchi 2 secondes. Ouais, okay. J'étais dans un stade où... Je suis toujours dans un stade où je suis prêt à tout pour la santé. En fait,
Il n'y a rien de plus précieux. Donc, je suis prêt à tout pour la santé. Et donc là, je suis rentré dans la plus grande phase de croissance, on va dire, de ma vie, parce que j'ai passé 6 mois comme ça, et ma vie sociale continue d'être plus ou moins la même, bien que je passais beaucoup plus de temps seul, parce que j'étais sur mon projet, et que forcément, être dans des... là, j'étais quand même à... Comment expliquer ? Par rapport au rythme de vie de mon cadre, j'étais complètement à l'opposé. Donc j'ai dû faire certains sacrifices, mais ça m'a permis de me construire aussi. Et j'ai fait, donc après ces 6 mois stricts, j'ai gardé plus ou moins la même dynamique jusqu'à encore aujourd'hui. Bien que là j'expérimente quelque chose de nouveau, mais qui est plus ou moins similaire. Et là j'ai commencé à voir, à me dire, mon corps est vraiment capable de ça. Parce que je me sentais je me sens toujours dans une énergie incroyable. Je vis avec très clairement 0 symptômes. T'as pas de séquelles, t'as pas du tout, t'as plus rien. Non. Aujourd'hui, j'ai rien, j'ai 0 séquelles, je vis avec 0 symptômes. Le seul petit truc de temps en temps, des mini fourmis, c'est très passager, comme un petit coup de jus sur la tête. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Donc là, ça fait quoi, 3 ans que t'as pas eu de poussée, rien du tout? Alors, j'ai eu une rechute justement en 2022 parce que j'étais sorti du traitement et j'étais parti en vacances. J'étais en mode j'avais laissé tomber mon alimentation et il s'était passé quelque chose émotionnellement. Donc en fait, il y a j'ai découvert aussi et je devais passer par là. Et je suis convaincu que tout arrive pour une raison et que quelque part toutes mes poussées sont venues m'enseigner quelque chose. Et là, lors de cette poussée, j'ai compris que en fait, ma maladie était fortement attachée à un aspect émotionnel au niveau romantique dans mes relations. Okay. D'accord ? Parce que le jour où quand elle s'est déclenchée, ma première poussée, c'était quelques mois après ma plus grande rupture, après 4 ans, qui a été une rupture la plus douloureuse que j'ai eue de ma vie. Et là, en 2022, j'ai fait une rechute parce que j'étais en conflit avec mon ex, avec qui on essayait de reconstruire quelque chose, mais c'était pas du tout ça. Et là, j'ai fait une rechute de nouveau. Et donc, tu fais partie des gens qui pensent que, moi je suis dans la même équipe, qu'en effet, l'impact émotionnel, le trauma, parce qu'on parle de trauma dans ces cas-là, peut déclencher la maladie et l'impact au quotidien aussi. Mais à 100%, en fait, je suis convaincu que toutes les maladies ont une dimension émotionnelle. En fait, ton corps enregistre. Ton corps enregistre des choses que même toi, ton cerveau ne se rappelle plus. Voilà, ton corps est aussi fait d'énergie. Et en fait, une maladie, c'est qu'à un moment, il y a eu un clash énergétique. De toute façon, sans aller trop loin, on peut facilement prouver que le stress cause énormément de maladies. On a plein de preuves en fait que la pensée est quelque part créatrice et la pensée peut créer la maladie, tout comme elle peut créer la guérison. Je peux te partager une étude très simple, c'est qu'il est prouvé que des personnes, donc on a pris des personnes qui ont le cancer, qui ont un cancer. Les personnes qui sont en couple ont plus de rémission. On voit plus de rémission dans les personnes qui sont en couple que dans les personnes qui sont seules. Donc en fait, totalement qu'il y a une dimension émotionnelle dans toutes les maladies. C'est indéniable. Et moi, via mon parcours et via notamment des expériences que j'ai pu vivre en Asie, parce que si je suis allé en Asie pendant 9 mois, je viens tout juste de revenir, c'était aussi pour creuser au niveau de ma guérison. Et là, j'ai fait différents types de cérémonies, j'ai vécu différents types d'expériences, et j'ai compris différentes choses, et j'ai compris des choses majeures, c'est que mon problème, ma maladie s'est déclenchée, l'un des déclencheurs, c'est le côté romantique. Donc, quand je suis en relation, c'est le côté, y a un côté très romantique, un côté qui est lié à mes relations amoureuses, en fait, que ça, c'était l'un des facteurs. D'accord ?
Ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai appris à accepter et qui en fait aujourd'hui ma force, c'est que, en fait, j'étais destiné à vivre avec cette maladie. C'est mon destin. C'est mon destin. Et aussi fou que ça puisse paraître, si je pouvais revenir en arrière et ne pas avoir cette maladie, je le ferais pas. Parce que ce ne serait pas moi. Et je ne serais pas là. Et je ne serais pas là à partager des messages, inspirer les gens, vivre de ma passion. Je ne serais pas revenu dans mon corps. J'aurais peut-être continué à traiter mon corps comme, pardon du mot, mais comme de la merde. J'aurais continué à ne pas avoir d'intérêt pour la spiritualité. Et en fait, moi je suis convaincu que ça m'est arrivé pour une raison. Et aujourd'hui, pour moi, ma mission, c'est d'être un guide dans la santé, dans le bien-être, d'inspirer. Et ce qui me donne autant de force dans la vie tous les jours, c'est de me dire, j'ai une maladie à guérir et j'ai des gens à inspirer et j'ai une mission de vie à aller chercher. Ouais. Je pense que ça, c'est assez intéressant puisque c'est un petit peu la même chose avec moi et le breathwork du coup. Parce que je pense que sans la maladie, j'aurais jamais découvert cette pratique et j'ai déjà aidé plein de personnes à travers ça. Et où j'ai un point quand même avec toi, c'est que moi, mon cheminement vers la spiritualité, il est pas si évident. Et quand tu dis si ça arrive pour une raison particulière, moi, j'aurais plutôt envie de dire quand ça arrive, transforme-le en quelque chose. J'ai du mal, tu sais, avec l'univers a un plan pour tous. Moi, je suis plutôt dans non, il y a un truc qui t'arrive, tu passes ou pas à l'action, c'est toi qui décides ce que t'en fais. Du coup, c'est assez intéressant, parce qu'au final, le résultat est le même dans les actions, mais je trouve ça assez intéressant, j'étais destinée à vivre ça, alors que moi, je suis encore dans quelque chose qui me dit... J'ai ce truc qui me dit, de toute façon, dans ma famille, c'est une personne qui devait l'avoir, en effet, c'était moi. Donc, c'est un peu un truc que je pense, mais j'ai décidé quand même de le transformer, quoi. Je suis d'accord avec ça. De toute façon, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que on ne grandit pas dans les moments faciles. Alors, je suis désolé, mais quand tout va bien dans ta vie, que tu vis ta meilleure vie, t'es en vacances, tu rigoles, tout se passe bien, tout va très bien. C'est pas des moments où t'es en apprentissage. C'est des moments où juste tu vis la vie. Et c'est des moments hyper importants. Et c'est des moments à collecter, bien sûr. Mais c'est pas ces moments où tu grandis. Maintenant, quand est-ce que tu grandis ? Tu grandis quand tu es face à des moments difficiles. Et en fait, il y a un leurre. Le leurre, c'est de croire que la vie est faite uniquement de beaux moments, doit être fait uniquement de beaux moments. Et de lorsque la galère arrive, se dire « j'ai pas de chance ». Ah, pourquoi moi ? Et se mettre en position de victime. Tu n'es pas une victime. Les choses ne t'arrivent pas à toi, elles arrivent, point barre. Il n'y a rien de juste dans la vie. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt, tous les jours, il y a quelqu'un qui naît. Ah, merci. Tous les jours... Tu es d'accord que le tout est juste ? Tout est juste. Enfin, il y a rien d'injuste. Toutes les choses arrivent, c'est tout. Et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui guérissent. Rien ne t'arrive personnellement. Il n'y a rien de personnel. Donc, quand un moment difficile t'arrive, il faut toujours aller regarder derrière et se dire « Ok, comment est-ce que je peux en ressentir grandi ?» Au lieu d'aller se morfondre. Comme, ouais, j'aurais pu avoir cette maladie et tout envoyer balader et je sais pas, me réfugier dans une drogue ou que sais-je. Mais non, j'ai décidé de me dire quelle est l'histoire derrière ? Comment est-ce que je peux transcender ça ? Et devine quoi ? On est là, 2015, 2023, j'ai jamais autant grandi, j'ai jamais autant appris, je me suis jamais autant dépassé. Donc c'est là où en fait les moments difficiles ne sont pas forcément des ennemis. Il ne faut pas aller chercher à les éviter parce qu'ils vont arriver. Ça fait partie de la vie. Ça fait juste partie de la vie. Que dire d'autre à part ça fait partie de la vie ? Un beau message. Et en effet, comme tu disais au début du podcast, ça dit mieux vivre avec. Et en fait, c'est ça, comment on fait pour mieux vivre avec et comment on peut le transformer et comment on peut, si on en a envie, parce que c'est pas une obligation, aider les autres et comme tu dis, être un guide ou voilà, montrer la voie ou être inspirant ou Bien sûr.
surtout ce genre de pathologie qui est, je trouve, pas assez exposée dans nos sociétés, parce qu'on est nombreux et on est passé un peu sous silence. Donc, d'où le podcast et d'où le fait que moi, je le dis en long, en large, en travers que je suis malade, en espérant qu'un jour on m'entende suffisamment pour qu'on puisse, je sais pas, avoir plus de représentation. Mais justement, je veux juste rebondir sur un truc. Et là, j'ai un message pour toi et pour ceux qui nous écoutent. Déjà, je me considère pas forcément... En fait, je fais très attention à mon discours interne. Très, très important. Parce que, encore une fois, le discours interne programme le subconscient qui va agir sur le conscient. D'accord ? Donc, moi, je ne dis jamais « je suis malade ». Je dis « j'ai une maladie ». Je dis « je vis avec une maladie ». Parce que je suis malade, c'est comme si ça s'attachait à ma personne. C'est comme si on pouvait dire, tu sais Sofiane, il est malade. Non, j'ai une maladie, je sais que ce ne sera pas pour toujours. Et là, c'est plus un message pour les gens. Et si moi, j'ai eu du mal à communiquer sur la maladie, c'est que quand ça m'arrive de communiquer et qu'on me regarde et qu'on me dise, je suis désolé. Mais en fait, j'ai absolument pas besoin que tu sois désolé, j'ai pas envie que tu sois désolé, t'es désolé de quoi ? C'est pas ta faute, d'accord ? Et qu'on me regarde avec des yeux parfois un petit peu... d'apitoiement. Ouais. On m'a fait la réflexion récemment, parce que j'ai gagné un award de la femme inspirante sur un festival. Félicitations. Ouais, merci. Et festival d'entrepreneurs en plus, donc j'étais contente. Et en fait, j'ai eu une personne proche qui me dit mais pourquoi tu parles tout le temps de ta maladie ? Tu cherches à ce qu'on s'apitoie sur ton sort. Et en fait, ça m'a vachement choquée, parce que c'est pas du tout ça, en fait. C'est genre, non, j'ai un truc, on est des centaines de milliers à l'avoir, et en fait, ça fait partie de moi. Alors moi, je dis pas que je suis malade, j'ai plutôt tendance à dire que je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui est la sclérose en plaques. Comme ça, je la mets vraiment très très loin, tu vois. En fait, je vais essayer ton discours de « j'ai une maladie » et « je suis pas malade ». Pour éloigner encore plus, parce que je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Et en fait, il y a ce truc de... En fait, arriver à mieux vivre avec la maladie, arriver à transformer comme toi tu le fais, comme d'autres personnes que j'ai pu interviewer le font, je trouve que c'est pas à s'apitoyer, quoi. Je trouve que c'est une force de vie, comme tu dis, c'est un apprentissage. Et ça m'a un peu retourné d'entendre ça, ouais. Je comprends totalement. J'ai une histoire similaire qui m'est arrivée il y a 1 mois et demi d'un ancien pote, hein, je le mets bien entre guillemets, d'un ancien pote qui me fait un commentaire sur Instagram et qui me dit mot pour mot, je parlais d'un truc par rapport à ma maladie, il me dit mec, tu forces. Je lui dis comment ça ? Il me dit ça va, tu forces sur la maladie, t'as pas un cancer non plus. Oh putain, ça c'est gens qui savent pas ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste bloqué. Voilà, et je veux plus de personnes comme ça dans ma vie. Et après, pour les discours, de toute façon, dans tous les cas, faut ne rien prendre personnellement. Je pense qu'il est juste pas conscient, mais faut rien prendre personnellement. Mais j'aime m'entourer de gens positifs, et j'ai un entourage aujourd'hui qui me supporte et qui me donne beaucoup de force dans mes projets, qui m'ont aidé quand j'ai eu des coups durs par rapport à la maladie. Et je trouve, je fais bien en sorte de bien m'entourer. C'est hyper important. L'entourage est hyper important. Tu sais, en coaching, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et je pense que quand on vit ça, en effet, il y a des... Enfin, moi, je sais que ça m'a permis de faire le tri assez rapidement de certaines relations un peu familiales, un peu cheloues, ou même amicales, où j'ai fait hop, j'arrête ça tout de suite, j'ai plus de temps à perdre avec ces conneries. Et ça, c'est vrai que c'est un accélérateur, quelque part, aussi, relationnel. Totalement. Alors, on avait un petit peu parlé de l'alimentation. Est-ce que tu voudrais redire quelque chose ? Parce qu'après, on va arriver à la fin de l'épisode. Je vais avoir une dernière question pour toi. Mais si tu as envie de parler un petit peu alimentation, vas-y, tes projets avec SoFoodie et tout, n'hésite pas. Alors, niveau alimentation, j'ai continué du coup de vraiment rouler ma bosse. Je continue d'expérimenter différentes choses. Mais je commence vraiment à mettre le doigt sur l'alimentation en cas de maladie auto-immune. Et j'ai vocation, justement, si j'en parle pas, c'est vraiment de prouver à travers que ce soit des IRM et des prises de sang qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc globalement, j'ai une alimentation qui est actuellement 100% vraie, 100% biologique. Je communiquerai un petit peu plus sur mes découvertes prochainement, mes découvertes en nutrition.
Quoi d'autre te dire? Bah voilà, moi je prône en tout cas vraiment le manger vrai. Et si je devais donner aujourd'hui des recommandations vraiment Ouais. simples, ce serait... C'était ma dernière question. Des conseils aux personnes qui nous écoutent, si tu peux en trouver 5 conseils pour mieux vivre avec la maladie et activer ta vie. Voilà. Bien sûr. Alors, je dirais en grand 1, niveau alimentation, l'éradication du gluten. L'éradication du gluten, elle est absolument primordiale et on peut voir en quelques semaines des améliorations, j'en ai aucun doute, absolument tout bénef. Et finalement, loin d'être difficile, puisque je rappelle que tous les légumes n'ont pas de gluten, les viandes n'ont pas de gluten, les poissons n'ont pas de gluten. On retrouve le gluten majoritairement dans le blé, qui est principalement dans les produits transformés et les produits céréaliers. Je dirais le gluten. Le deuxième, il est, si tu veux, plutôt lié, mais c'est les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés sont sucrés, contiennent très souvent du gluten, des huiles hydrogénées inflammatoires qui vont créer de l'inflammation. C'est vraiment pas des aliments qui nous servent. C'est des aliments en plus vicieux parce qu'ils sont à caractère addictif. Donc gluten, aliments ultra transformés. Le troisième va encore de pair, c'est la consommation de sucre. C'est la consommation de sucre parce que lorsqu'on est en surconsommation de sucre, on va perturber le microbiote, on va perturber l'équilibre bactérien qu'il y a dans le microbiote qui veille aussi sur notre système immunitaire. On va créer l'inflammation aussi. Donc vraiment à surveiller ces 3 aliments et très clairement quand on parle de maladie auto-immune, avec d'autres personnes, je pèse mes mots, à dire ouais, tu peux limiter, tu peux te faire un kiff et tout, à éradiquer. Après, attention, moi ça m'arrive peut-être une fois par mois, gluten absolument jamais au grand jamais. Mais un dessert fait maison dans un restaurant, ça peut m'arriver une fois par mois. Après, moi voilà, j'ai décidé d'être strict, j'ai aussi arrêté l'alcool entièrement. Voilà, moi j'ai décidé c'est soit j'y vais all-in, c'est mon choix. Donc voilà, encore une fois, apprendre avec des pincettes ce que je dis. Moi, c'est mon positionnement. Je sais qu'il est assez fort et je recommande à tout le monde de prendre avec des pincettes dans tous les cas. Quatrièmement, je dirais d'énormément bouger son corps. Bouger son corps et de trouver en fait une façon qui te plaît. D'accord ? Ça veut dire ne pas aller faire si tu as entendu parler du yoga ou d'autres choses, tu peux essayer, mais si tu vois que ça te plaît pas, de vite expérimenter autre chose pour trouver quelque chose qui te plaît et que tu puisses maintenir. Et en fait, bouger son corps quand tu as une maladie auto-immune, notamment comme une maladie comme la sclérose en plaques, c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, il va y avoir différentes dimensions. C'est que déjà, le sport, c'est juste un des outils santé les plus puissants qu'on a, qui va aussi permettre de réduire l'inflammation, réduire le stress, réduire l'anxiété, te permettre de te remettre dans ton corps, de te sentir présent dans ton corps, de faire bouger l'énergie, parce que encore une fois, énergétiquement, on est bloqué, l'énergie va venir se bloquer en fait dans les méridiens, dans différents niveaux de ton corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un blocage énergétique ? Ça peut aussi déclencher la maladie, ça peut aussi déclencher des poussées dans le cas des maladies auto-immunes. Donc vraiment trouver des pratiques où tu puisses bouger ton corps. Vraiment super important. Et en fait, le 5e point, et c'est celui que j'ai le plus développé cette dernière année, notamment avec mon voyage, c'est le côté psycho-émotionnel. C'est d'une certaine façon spirituel, mais c'est aussi juste la psychologie de l'émotionnel. Mais ces 9 mois, j'ai vraiment été loin dans ma tête, à essayer de comprendre la guérison, à essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça m'arrivait, à vraiment aussi accepter. Genre l'acceptation. Avant, si tu veux, je pouvais comparer justement, encore une fois, pour parler d'émotion, je pouvais comparer cet événement comme un lac. Qu'est-ce qui se passe dans un lac ? L'eau n'est pas en mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau stagne ? Ça croupit. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, encore une fois en Asie, et des magnifiques personnes que j'ai pu rencontrer, c'est qu'en fait, on m'a appris que
toutes les émotions et tout ce qui t'arrivait dans la vie, ça devait être comme une cascade. Donc tout doit couler. Un truc arrive, ok, je le processe, boum, ça me traverse et je passe à autre chose. Et en fait, c'est exactement le chemin que j'ai pris avec la sclérose en plaques. Et j'ai vu une immense différence entre la bloquer ici et ne pas être capable de taper le nom sur Internet. Mais pour autant, y penser absolument tous les jours. Plutôt que laisser passer, en parler, rechercher, normaliser, fermer les yeux et me dire « Ok, je guéris, j'ai une maladie, je guéris, j'ai une maladie, je guéris ». Chose que je me répète absolument tous les jours. Je me répète tous les jours, absolument au grand tous les jours, depuis plusieurs mois je médite et je me répète tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça vient d'un chercheur français qui s'appelle Émile, je sais plus quoi, et en fait c'est de l'autosuggestion. Et en fait, j'ai entamé ce processus qui, à la base, quand tu commences, ça paraît insignifiant. Et en fait, quand je vois au niveau d'acceptation que je suis aujourd'hui, où en fait, la maladie ne fait que de couler. J'ai une émotion, ça passe, je la processe, je passe à autre chose. Je suis plus dans la retenue. Et en fait, la maladie, j'ai appris à l'accepter et à juste laisser couler. Et ça me permet, qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes ? Eh bah, t'as pas peur, tu ne stresses plus. Tu es dans une dynamique de paix et d'amour. Et en fait, c'est dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance qu'on guérit. Et c'est vraiment dans cette optique qu'il faut être avec son corps. Parce qu'il faut comprendre que son corps, c'est son meilleur ami et qu'il y a une perpétuelle communication entre l'esprit et le corps. Et que plus tu vas te reconnecter à ton corps, plus tu auras les réponses, plus il va te comprendre et plus il saura gérer cette maladie. Voilà. J'avais lu des choses qui disaient que sur 100% des messages qui nous traversent au quotidien, il y a 20% c'est le cerveau et 80% c'est le corps. Et du coup, quand t'es complètement que dans ton cerveau, que dans le mental, pour ça le coaching mental et tout, ouais, mais c'est pas suffisant. Et que tu te déconnectes en fait de ton corps, tu perds 80% des informations de ton quotidien tous les jours. Donc forcément, à un moment... Voilà, totalement, c'est absolument hallucinant les réponses que notre corps possède. Il sait des choses que tu sais même pas dans ta tête. C'est hallucinant. Ouais. Et c'est pour ça quand, par exemple, la méditation, donc moi aussi je m'y suis mise, degré un peu de force, mais je m'y suis mise. Et rien que ça, en fait, c'est déjà juste on écoute son corps. Genre, qu'est-ce que tu me dis là aujourd'hui ? Où est-ce que t'as mal ? Où est-ce que t'as une tension ? Juste faire attention à ça plutôt que d'être toujours dans je le dois faire. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille faire ci, et puis je vais pas bien, gna. Exactement. Et juste de redescendre, comme tu dis, laisser couler et redescendre dans le corps. Ça permet, je trouve, une certaine liberté aussi par rapport à ça. Et je me rends compte de mon côté, par exemple, la maladie, j'ai évidemment des appréhensions pour la suite. C'est pas tout, on passe pas que par des moments faciles, mais je crois que j'arrive mieux à le gérer que certains de mes proches qui, eux, sont vraiment dans quelque chose de très mental et que moi, depuis que justement j'apprends à me connecter, donc encore une fois, grâce à la respiration, au breathwork, ça c'est très compliqué avec mon corps, que, comme tu dis, les choses sont plus coulantes. Et quand je l'arrive à accepter, à laisser couler, et à accepter pendant que je suis fatiguée, ok, je suis fatiguée, du coup, je retrouve une certaine énergie, une certaine légèreté, quoi, entre guillemets. Et justement, le breathwork, c'est... Le breathwork et en fait, la respiration, c'est le meilleur outil que l'on a et qu'on contrôle pour pouvoir changer... en fait notre système intérieur, si tu veux. Parce que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu contrôles ta respiration et que tu fais quelques exercices, tu vas commencer à activer le système parasympathique. Et en fait, c'est dingue parce que c'est un outil qu'on contrôle. Alors qu'en fait, ton corps, là où c'est fascinant, c'est que à ce moment-là où on parle, il est en train d'opérer des millions de fonctions inconscientes. Mais par contre, on a cette respiration sur laquelle on a un contrôle et on peut vraiment changer à l'intérieur. Ah ouais, je le vois, hein. Moi je trouve que c'est l'aspect, donc moi je fais ça et puis je le pratique pour les autres, pour la partie santé mentale, parce que ça aide, dépassement de soi, résilience, et puis tout ça, physique, ce que tu viens de dire, il se passe énormément de choses en interne qu'on ne voit pas pendant une séance de breathwork, on en ressent les effets corporellement, en tout cas sur la méthode que je pratique, et les effets guérison émotionnelle, c'est vraiment pour moi l'outil le plus puissant aujourd'hui pour accéder au corps, à l'esprit, au mental.
en 1h30 et les effets sont ouf. Et plutôt quand même moyen terme. Je sais qu'on en a fait pas mal. Moi, je vois là les gens, puis même moi sur moi, et les gens que j'accompagne, ils me parlent vraiment d'effets de bien-être pendant 3 à 10 jours sur une séance d'1h30. Je trouve ça... Enfin, les effets sont long terme. Pour moi, c'est du long terme. Tu viens 1h30 respirer, tu te sens bien pendant 3 jours derrière. Rien que 3 jours, c'est déjà ouf, quoi. Magnifique. Donc voilà. Bon. Et écoute Sofiane, je te remercie. On a un magnifique épisode, plein d'infos très riches. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Je mettrai tous les liens concernant Sofiane dans la description de l'épisode. Tu as un site internet ? J'ai un site internet, c'est le site où il y a mes formations, mes e-books, mais le mieux de toute façon c'est Instagram. Où il y a ma vitrine et des stories sympas en plus. Ok, et je remettrai aussi le lien vers ton podcast sur Spotify, parce que tu as un super podcast sur la santé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.